Bien, eh bien, je crois que nous allons pouvoir commencer. Bonsoir à tous. Aujourd'hui, nous allons rentrer plus avant dans cette diversification des hominines pendant le Pléistocène moyen que j'ai évoqué lors du dernier cours. Et vous vous souvenez certainement qu'on a, donc au milieu de cette période qui va d'environ moins 800 000 à moins 125 000, une multiplication du nombre de dèmes ou de taxons d'hominines à l'échelle de l'Ancien Monde, avec certainement un rôle prépondérant de la séparation par la géographie, par la distance, par l'isolement. Donc dans un cadre un petit peu différent de ce qui s'était passé en Afrique avant la première sortie d'Afrique. Et singulièrement aujourd'hui, nous allons nous intéresser à cette branche-là, les Néandertaliens. Il y aura plusieurs cours, 3 ou 4 sur les Néandertaliens, différents aspects de leur biologie, de leur comportement. Aujourd'hui, plus spécifiquement, je voudrais vous parler de leur origine, c'est-à-dire essentiellement de la façon dont on peut reconnaître les premiers Néandertaliens. Nous allons aussi parler un petit peu de la paléogénétique, de ce qu'elle nous dit sur le temps de divergence entre la lignée qui mène à l'homme moderne, la lignée africaine, et la lignée eurasiatique des Néandertaliens et des Denisoviens. Et puis, enfin, on s'intéressera aux mécanismes qui sont sous-jacents à cette divergence et à cette évolution. Voilà une carte qui vous montre la distribution des restes attribués aux Néandertaliens en Eurasie. Les ronds qui sont représentés sur cette carte sont des endroits où on a des données paléogénétiques. Et vous voyez tout de suite que, effectivement, c'est une distribution qui est relativement contrainte sur le plan géographique. Il y a une petite erreur là, ici en bas. Le dessinateur a fait déborder un petit peu les Néandertaliens sur un coin de l'Afrique. En fait, pour l'instant, on n'a jamais trouvé de Néandertaliens en Égypte. Et c'est un groupe qui est strictement eurasiatique, européen, beaucoup représenté en Europe, des Néandertaliens en Europe, en Asie centrale. Et puis, depuis peu, on a identifié, alors d'abord, avec des indices paléogénétiques, et puis plus récemment avec la découverte d'un fossile, des Néandertaliens dans l'Altaï, donc c'est très très loin. Une chose qui est quand même importante à comprendre quand on regarde cette carte, c'est que cette carte, ça n'est pas la carte du monde néandertalien à un moment déterminé. En fait, c'est un palimpseste d'époques superposées les unes aux autres. Et il est probable qu'à aucun moment du passé, il n'y a eu des Néandertaliens sur toute cette zone. En particulier, on pense que ces Néandertaliens qu'on connaît dans un est très lointain, probablement sont arrivés là assez tardivement au cours de l'évolution des Néandertaliens, et probablement à l'occasion de conditions climatiques particulières. Les Néandertaliens ont été découverts en grande abondance en Europe. C'est probablement un des groupes fossiles qui est le mieux représenté dans nos collections et peut-être même certainement celui qui a été le plus étudié depuis le début du XIXe siècle jusqu'à aujourd'hui. Ce qui est frappant lorsque l'on regarde l'anatomie des Néandertaliens, en particulier l'anatomie crânio-mandibulaire, c'est qu'il y a une grande différence phénotypique entre les hommes modernes, ici c'est l'homme de Cro-Magnon 1, et puis un néandertalien tardif comme celui de la Ferracie. Et je pense que même le moins spécialiste d'entre vous est capable de voir que ces deux spécimens sont morphologiquement très très différents.
ça paraît quand même assez surprenant finalement quand on considère le temps de divergence de ces deux lignées. Alors, on n'est pas encore allé jusqu'au bout de cette question de l'âge de la divergence néandertalien moderne, mais je vous le dis tout de suite, on parle de quelque chose de l'ordre du demi-million d'années. Et si on compare cette différence phénotypique avec ce qu'on observe par exemple entre un chimpanzé commun et puis un bonobo, un chimpanzé nain, vous voyez qu'on est quand même très très loin du compte, avec ici une différence morphologique qui est très très faible, alors que le temps de divergence de ces deux espèces est bien plus grand que celui des Néandertaliens et des hommes modernes. On est au-delà du million d'années, probablement autour de 2 millions d'années pour cette divergence. Alors, il est probable que en fait, sont les mécanismes évolutifs qui sont à l'œuvre, qui sont très différents dans un cas et dans l'autre. Ici, probablement, beaucoup de sélection qui stabilise en quelque sorte l'évolution. Hein. Et puis ici, quelque chose qui peut-être ajoute à des épisodes où la pression de sélection joue beaucoup, des épisodes de dérive génique qui sont assez rapides. Et on a essayé d'étudier, de quantifier, de modéliser ces phénomènes, et un certain nombre d'études suggèrent effectivement que la dérive génique ne peut pas être exclue, et même probablement est un des mécanismes qui explique cette évolution très rapide de la morphologie crânienne chez les Néandertaliens et chez les hommes modernes. Alors, je voudrais remonter un peu dans le temps, pas mal maintenant finalement, presque un demi-siècle, hein, dans les années 70, et simplement pour rappeler un petit peu d'où est-ce que l'on part. Dans ces années-là, eh bien, les Néandertaliens, c'est un groupe qui était bien connu déjà, mais que l'on considérait comme un groupe relativement récent, essentiellement représenté dans la première moitié de la dernière grande glaciation et pendant l'interglaciaire qui avait précédé. C'est-à-dire qu'on pensait que les Néandertaliens, c'était une affaire qui remontait aux alentours de 120-125 000 ans, quelque chose comme ça. Et puis, pour ce qui est du Pléistocène moyen, on avait déjà un certain nombre de groupes qui avaient été reconnus, des pièces qu'on attribuait à une variété européenne d'Homo erectus, plus en raison de son âge qu'en raison de sa morphologie. Des spécimens, on en a parlé déjà la dernière fois, qu'on attribuait à cette espèce un petit peu problématique qu'on appelle Homo heidelbergensis, que certains préfèrent appeler Homo rhodesiensis, la mandibule de Mauer, et puis des restes comme ce crâne de Petralona en Grèce. Et puis surtout, on l'a un petit peu oublié, il y avait toute une série de fossiles qu'on avait découverts en Europe et qu'on considérait comme ce que l'on appelait alors des présapiens. Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire de présapiens ? Il faut bien se rendre compte qu'avant les années 80, eh bien, on pensait que l'origine des hommes modernes pouvait très bien être une origine européenne et non pas africaine. Et donc, on recherchait en Europe, dans le fond, les origines de ce rameau qui menait à l'Homo sapiens, à l'homme moderne, et on avait rempli la case, si je peux dire, avec un certain nombre de spécimens du Pléistocène moyen. Alors finalement, ce qui s'est passé dans les années qui ont suivi, les décennies qui ont suivi, eh bien, finalement, on a fait migrer un certain nombre de ces fossiles reconnus comme des Homo erectus tardifs locaux, des présapiens, et même certains spécimens qu'on a appelés Homo heidelbergensis, eh bien, on les a fait migrer vers la lignée néandertalienne, si je peux dire. On les a englobés dans ce groupe des ancêtres des Néandertaliens. Et dans le fond, on a, au fil des années, fait remonter de plus en plus loin l'origine des Néandertaliens, avec essentiellement au départ des caractères qui étaient des caractères morphologiques, anatomiques, et puis plus récemment des caractères génétiques. Et dans ce processus, il y a eu des découvertes qui ont
compté énormément, qui ont pesé beaucoup, et en particulier la découverte dans le site de Cima de los Hues à Atapuerca, près de Burgos en Espagne, de 28 individus. Alors ce ne sont pas des squelettes complets en connexion, mais ce sont presque toutes les parties du squelette fragmentées de ces 28 individus qui se sont accumulés dans ce karst. Et ces fossiles, au cours des années, nous ont livré énormément d'informations sur cette origine des Néandertaliens. On les a d'abord attribués à Homo heidelbergensis, je vous ai expliqué ça la dernière fois, Homo heidelbergensis compris comme une espèce de chrono-espèce, une portion ancienne de la lignée néandertalienne, et puis de plus en plus aujourd'hui, on les regarde comme en fait des Néandertaliens anciens. Alors l'oratrice qui va suivre vous parlera, si elle arrive, de ces hommes d'Atapuerca et la quantité d'informations qu'ils nous ont apportées. Avant de parler de ce temps de divergence et de la façon dont on peut le dater, on va parler de morphologie et puis on va parler aussi un petit peu de génétique. Je voudrais quand même préciser un petit peu de quoi l'on parle quand on parle de date de divergence. Parce que vous allez voir qu'en fait, quand on parle de date de divergence, on parle de plusieurs dates. Et c'est assez important de comprendre de quelle date on parle pour être bien certain de comprendre notamment ce qui est présenté dans un certain nombre de publications. Vous avez ici un schéma un petit peu théorique qui montre la divergence de deux espèces. Alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a une espèce mère qui, à un moment donné de son histoire, généralement pour des questions de géographie, parfois pour des raisons d'écologie, va se trouver divisée en deux populations filles qui vont évoluer chacune de leur côté. Et puis, au fil du temps, il va y avoir un certain nombre de modifications du génome qui vont se produire dans chacune de ces lignées. Et à l'issue de ce processus, on va avoir affaire à deux espèces bien identifiées, des espèces biologiques qui ont perdu toute capacité de se reproduire entre elles. Mais en fait, ce processus est un processus progressif, graduel, avec des étapes, et plusieurs auteurs ont déjà reconnu que les différents concepts de l'espèce, il existe plus d'une vingtaine de définitions de ce que c'est qu'une espèce. Eh bien, en fait, ces différents concepts d'espèces, espèces morphologiques, espèces écologiques, espèces biologiques, etc., en fait, correspondent à un certain nombre de stades qui sont passés avant que cet isolement reproductif soit complètement atteint. Et dans le fond, il existe une espèce de zone grise entre le moment où on commence à avoir une séparation et puis cet isolement reproductif complet. En particulier, il faut bien comprendre qu'au cours de ce processus, ce n'est pas immédiatement qu'on va voir dans le phénotype, et pour les paléontologues, c'est ce qui est intéressant, hein, les caractères qu'on peut observer sur des os, ce n'est pas immédiatement qu'on va voir des caractères phénotypiques qui vont nous aider à séparer ces deux lignées. Alors du point de vue des généticiens, c'est même encore un petit peu plus compliqué parce que on peut regarder différentes parties du génome et pour chacune de ces parties du génome, on a parlé avec Svante Pääbo la dernière fois du génome mitochondrial par exemple, mais on peut prendre n'importe quelle partie du génome, un gène en particulier, le chromosome Y, tout ce que vous voulez, et on peut, pour un gène particulier, par exemple, pour un haplotype, on peut reconstituer une phylogénie. Et cette phylogénie va nous donner pour deux variantes d'un gène, deux haplotypes, une date de coalescence avec un ancêtre commun de ces deux haplotypes. Et cet ancêtre commun, il peut se trouver à peu près à n'importe quelle date
avant la séparation complète des deux populations ou des deux espèces qui portent ces deux haplotypes. Alors, il y a toutes sortes de cas de figure qui se présentent, y compris des cas un petit peu malheureux où, pour des haplotypes particuliers, on obtient un arbre, un cladogramme qui ne correspond pas à l'arbre des espèces concernées. Pourquoi? Eh bien parce que deux espèces qui sont assez proches peuvent avoir développé deux haplotypes différents pour un gène, alors qu'au contraire, une espèce séparée plus anciennement peut avoir conservé un des haplotypes qui est celui qui est représenté dans une des deux espèces séparées plus récemment. Et donc, quand on parle de coalescence génétique, en fait, on parle de quoi? Eh bien, on parle d'une espèce de date moyenne pour toutes les parties du génome que l'on peut étudier. Et il faut bien comprendre que cette coalescence génétique, en fait, elle couvre une certaine durée. Il y a des haplotypes qui existent chez les hommes actuels dont le temps de coalescence est très très ancien, et beaucoup plus ancien que l'origine des hommes modernes. Donc, un processus qui s'étend sur une certaine durée. Ensuite, on a une séparation des populations, donc c'est une autre date. C'est le moment où ces populations filles ne vont plus pouvoir se rencontrer dans la nature, pour une raison ou pour une autre. Et puis plus tard dans le temps, après cette séparation, on va voir apparaître des caractères phénotypiques qui sont le résultat de l'évolution divergente, l'évolution génétique de ces deux groupes. Et puis encore plus tard, on va avoir l'isolement reproductif qui va s'installer. Alors dans le cas qui nous intéresse, néandertalien et homme moderne, vous savez qu'on n'a jamais atteint cet isolement reproductif complet, mais il n'en reste pas moins qu'on parle de trois dates différentes quand on parle de la coalescence génétique, quand on parle de la séparation des populations et quand on parle de l'apparition de quelque chose dans le phénotype. Alors je vais commencer par la coalescence génétique. Il faut dire que pendant longtemps, les généticiens qui avaient séquencé déjà le génome néandertalien nous ont proposé des dates de coalescence et surtout des dates de séparation des populations qui nous paraissaient beaucoup trop récentes. Pourquoi? Bien parce que les dates qui nous étaient proposées étaient des dates, en gros, qui, en choisissant la fenêtre la partie la plus ancienne de la fenêtre proposée par les généticiens pour la séparation des populations, eh bien, étaient des dates qui, en gros, correspondaient à la date d'apparition dans le phénotype de différence entre néandertaliens et hommes modernes. Et avec tout ce que je vous ai expliqué il y a quelques minutes, vous comprenez qu'il est difficile d'avoir une séparation des populations entre néandertaliens et hommes modernes entre 440 000 et 270 000 si on a déjà dans le phénotype des différences qui remontent à 400 000 ou plus. Alors donc, il y a eu une longue discussion entre généticiens et puis paléontologues. D'ailleurs, soit en passant, cette discussion elle a eu lieu pas seulement pour la divergence néandertalien-homme moderne, mais aussi pour la divergence homme-chimpanzé. Et puis, récemment, on s'est rendu compte qu'un certain nombre de paramètres que les généticiens utilisaient pour calibrer leur arbre phylogénétique et surtout pour évaluer les temps de divergence, eh bien, étaient des paramètres qui, en fait, méritaient discussion. En particulier, il y a trois problèmes dans le calcul des dates de coalescence et de séparation des populations faits par les généticiens. Le premier, c'est que pour calibrer leurs arbres, eh bien, ils utilisent des repères paléontologiques. Donc c'est un petit peu quand même circulaire comme raisonnement. Et on sait très bien que la plus ancienne occurrence d'une forme particulière dans le registre paléontologique, ce n'est pas la date d'apparition, c'est la date du plus ancien connu. Mais il y a des tas d'exemples où on se rend compte plus tard qu'en fait, un groupe ou une espèce existe depuis beaucoup plus longtemps que ce qu'on croyait. Et puis, alors, il y a deux autres paramètres qui sont un peu problématiques, c'est la durée des générations.
On s'est rendu compte, par exemple, que chez les grands primates actuels, le temps de génération n'était pas celui que l'on croyait. Et puis surtout, il y a le taux de mutation observé dans chaque lignée, c'est-à-dire le nombre de mutations par génération, par an. Enfin, il y a différentes façons de le calculer. Donc c'est à partir de l'année 2012, donc c'est quand même très très récent, on en est déjà venu à réévaluer le temps de divergence de la lignée homme-chimpanzé, des lignées menant à l'homme et celles menant au chimpanzé. Et vous avez peut-être repéré dans la diapo précédente que ces temps de divergence qui avaient été calculés pour les néandertaliens, ils étaient fondés sur une divergence chimpanzé-homme autour de 6 ou 7 millions d'années. Donc on n'a pas doublé, mais enfin on a largement augmenté ce chiffre. Alors ensuite, le taux de mutation. Alors, le taux de mutation, il était calculé par les généticiens grâce à ce calibrage paléontologique dont je vous parlais tout à l'heure. C'est-à-dire, on vient demander aux paléontologues quel est, d'après vous, l'âge de l'ancêtre commun entre tel groupe et tel groupe, je ne sais pas, moi, les rongeurs et les primates, par exemple. Puis ensuite, en fonction des distances géniques qu'on observe le long de toutes ces lignées, on peut calibrer un arbre. Et avec ce type de calibration, on était arrivé à une valeur de l'ordre de 10 puissance moins 9 paires de bases par an comme taux de mutation chez l'homme, et on se servait de ce chiffre pour calculer des temps de divergence, et en particulier la séparation des populations ancestrales des Néandertaliens et des hommes modernes. Alors, dans un papier très récent, de l'année dernière, 2014, on en était encore à parler de temps de divergence de l'ordre de 300 000 ans entre les ancêtres des Néandertaliens et les ancêtres des hommes modernes. Alors, dans ce papier de Prüfer et collaborateurs de 2014, il y a déjà une autre valeur qui est proposée et qui est beaucoup plus grande, qui est pratiquement le double. Et cette valeur, elle est fondée sur un autre taux de mutation, qui est la moitié du taux de mutation qui avait été opéré jusqu'à présent. Alors pourquoi cette prudence, pourquoi ce nouveau taux de mutation? Eh bien parce que depuis qu'on a pu disposer de la possibilité de séquencer de grandes quantités de génomes pour pas très cher, eh bien, on s'est dit, eh bien, on va pouvoir calculer dans la réalité quel est le taux de mutation entre des générations humaines. Donc on a pris le génome dans certaines familles, des parents, des enfants, des grands-parents, on les a comparés, on a mesuré la quantité de différences qu'il y avait dans leur génome, et là on a obtenu un taux de mutation à l'intérieur de ces familles vivantes actuelles. Et ce taux de mutation, eh bien, c'est un taux de mutation qui est la moitié de celui qu'on avait utilisé jusqu'à présent. Et de plus en plus, on pense que c'est le bon. En particulier, il y a eu l'année dernière la publication du génome très complet d'un fémur d'homme moderne découvert en Sibérie occidentale. Ce fémur de Doustishim, il est très intéressant parce que non seulement on a son génome complet, mais on a aussi sa datation directe, parce qu'on a été capable d'extraire du carbone de ce fémur et de le dater directement. Et donc là encore, il a été possible de prendre la quantité de différence génétique entre cet homme moderne d'il y a 45 000 ans et puis des hommes modernes d'aujourd'hui en Eurasie, de diviser ça par 45 000 et d'obtenir un taux de mutation. Et ce taux de mutation, il est effectivement celui qu'on mesure aussi dans les populations vivantes, et donc de plus en plus on pense que c'est le bon. Et vous voyez que ce taux de mutation correspond donc à une divergence néandertalien-homme moderne au-delà, alors pour la coalescence génétique, au-delà de 800 000, et puis pour la séparation des populations, quelque chose autour de 600 000, 650 000. Donc ça, ce sont les données
de la paléogénétique. Maintenant, que nous dit la paléontologie? Alors, avant de passer à la paléontologie, je voudrais quand même faire un petit rappel. C'est quand même historiquement, d'abord avec la paléontologie, qu'on en est arrivé à... excusez-moi, qu'on en est arrivé à reculer de plus en plus l'âge d'apparition des premiers néandertaliens. Alors, comment est-ce que la paléontologie peut répondre à cette question? Eh bien, en fait, ça se ramène en fait à une question relativement simple, c'est-à-dire, est-ce qu'on peut, lorsqu'on compare l'anatomie des néandertaliens et des hommes modernes, qui est très différente, je vous l'ai dit, est-ce qu'on peut extraire de cette comparaison des caractères qui seraient des caractères propres, des caractères qui seraient des marqueurs de la lignée néandertalien? Alors, c'est un petit peu compliqué parce que dans toutes ces différences qu'on observe entre néandertaliens et hommes modernes, eh bien, il y a des caractères qui sont des caractères primitifs qui ont été conservés par les néandertaliens et qui ont été perdus par les hommes modernes. Mais il y a aussi l'inverse, il y a certains caractères primitifs que l'homme moderne a conservés et qui ont été perdus par les néandertaliens. Donc il ne suffit pas de regarder simplement les différences, mais disons les différences dont on pense qu'elles nous indiquent une évolution particulière du côté néandertalien. Alors, je ne vais pas me lancer dans la description de tous les caractères néandertaliens parce que ça nous occuperait probablement plus qu'une heure pour ce cours, et il y a toute une littérature là-dessus à laquelle je vous renvoie. Pour ce qui est de l'anatomie, alors je vous présenterai surtout, enfin mais uniquement même des caractères crâniens et mandibulaires, non pas que les néandertaliens, les hommes modernes, soient des êtres sans corps, mais c'est simplement que la compréhension des caractères post-crâniens, en particulier la reconnaissance de caractères dérivés propres sur le squelette post-crânien, pour l'instant, est encore très très difficile. Alors, c'est probablement dans la région faciale des néandertaliens qu'on trouve associés à des caractères très primitifs, hein, ce torus susorbitaire, ce front fuyant, cette boîte crânienne allongée, tout ça sont des caractères primitifs. On trouve quelque chose qui est particulier, qui est ce qu'on appelle le prognatisme mésofacial. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire de prognatisme mésofacial? Eh bien, ce n'est pas compliqué. Les hommes modernes ont une face qui est relativement courte et relativement aplatie. Les néandertaliens ont une face avec une projection de la partie centrale de la face par rapport aux parties latérales et un espèce de gonflement des régions susorbitaires. Et il y a de nombreux caractères du maxillaire et de la mandibule qui s'expliquent à cause de cette disposition particulière de la face. Cette disposition de la face, elle existe déjà dans une certaine mesure chez des formes du Pléistocène moyen en Europe et en Afrique, mais on va la voir s'exagérer de plus en plus chez les néandertaliens. C'est quelque chose qu'on ne connaît pas dans d'autres groupes humains de cette période. Alors en vue faciale, vous voyez très très bien cette différence entre néandertaliens et hommes modernes, cette face très longue avec une projection très importante de la partie centrale, des parties latérales fuyantes, hein, des pommettes qui sont complètement effacées, avec des régions infraorbitaires qui sont en position oblique et même un petit peu gonflées. Des caractères assez particuliers de la cavité nasale, on en reparlera quand on parlera de la biologie des néandertaliens. Donc quelque chose de très très reconnaissable. Ensuite, il y a des caractères de la boîte crânienne. Vous vous souvenez, je vous ai expliqué que c'est dans ces formes de la fin du Pléistocène moyen et du Pléistocène supérieur qu'on assiste à un accroissement très important de la taille du cerveau relativement à la masse corporelle. Et je vous ai dit que, en fait, la lignée néandertalienne et la lignée des hommes modernes avaient indépendamment l'une de l'autre développé ces grands cerveaux. Et on a donc des morphologies qui sont, par certains aspects, similaires. Encore une fois, les hommes modernes et néandertaliens sont des formes avec grands cerveaux, mais
des différences qui sont liées au fait que ces deux grands cerveaux se sont mis en place de façon indépendante et donc avec des modalités distinctes. En particulier, quand on regarde un crâne de néandertalien en vue postérieure, vous voyez que la forme du crâne est très très différente de ce qu'on a chez un homme moderne. Chez un homme moderne, on a une forme pentagonale assez élevée qu'on appelle dans le jargon une forme en maison. Comprenez pourquoi. Et on parle, pour les néandertaliens, de forme en bombe. Alors c'est un peu désuet aujourd'hui parce que je pense que les bombes n'ont peut-être pas tout à fait la même forme maintenant qu'elles avaient au milieu à la fin du siècle dernier, au début du XXe siècle. Mais vous voyez bien ce que ça veut dire, c'est une forme arrondie. Et donc ces différences de forme, elles sont liées à une différence aussi de l'encéphale à l'intérieur, et en particulier, chez les néandertaliens, on n'a pas dans les zones pariétales ces éminences très très marquées qu'on a chez les hommes modernes. Alors maintenant, quand on s'approche de ces crânes, encore une fois, je ne veux pas faire une liste exhaustive de tous les caractères, mais m'intéresser spécialement à ces caractères dérivés qui sont propres aux néandertaliens. Eh bien, on a sur l'occipital une morphologie qui est unique, qu'on n'a pas trouvée chez d'autres formes humaines. Alors, cette photo un petit peu expressionniste, hein, c'est un grossissement donc, de l'occipital, la partie arrière du crâne, d'un néandertalien très connu qui est l'homme de la Chapelle-aux-Saints. Et vous avez une fosse très étendue, rugueuse, qu'on appelle la fosse Susignac, qui est encadrée par deux éminences latérales. Et cette morphologie est tout à fait particulière. On la trouve systématiquement chez tous les néandertaliens. Alors, si on fait un petit peu le tour de ce crâne et qu'on regarde ce qui se passe dans la région de l'oreille, donc dans la région du temporal, pour que vous repériez ici, on a l'ouverture de l'oreille, le méa auditif, et ceci, c'est le processus mastoïde, hein, cette bosse osseuse que vous avez derrière l'oreille ici. Et bien là encore, on trouve des caractères qui sont particuliers. Je vous les mentionne juste pour que vous sachiez que ça existait. On a un tubercule, une insertion musculaire très marquée sur la mastoïde qui est très très petite, et puis des structures comme cette éminence juxtamastoïdienne, ce bourrelet osseux entre l'insertion des muscles de la nuque et puis l'insertion d'un muscle qui s'appelle le muscle digastrique qui vient s'insérer derrière la mastoïde. Donc tous ces petits caractères sont des caractères qui ont l'air uniques aux néandertaliens. Si on pénètre à l'intérieur de ce temporal, on va pouvoir observer d'autres structures, en particulier cette structure qui est l'oreille interne, le labyrinthe. Alors, ce labyrinthe, qu'est-ce que c'est? Ce sont des canaux semi-circulaires qui sont associés les uns aux autres avec cette espèce d'escargot, cette spirale qu'on appelle la cochlée. Et cet ensemble, c'est un ensemble qui vous permet d'avoir le sens du mouvement, le sens de la verticalité, le sens de l'équilibre. C'est un organe qui est très, très important. Ce qui est intéressant avec cette oreille interne, c'est qu'elle vous voyez où elle se situe, hein, ici, c'est qu'elle se développe de façon très précoce pendant le développement fœtal. En gros, à 6 mois de développement, un fœtus a déjà l'oreille interne qu'il aura adulte. Et lorsqu'on fait une analyse morphologique de cette oreille interne, alors il s'agit ici de morphométrie 3D, on place sur cet objet, il s'agit d'un objet virtuel hein, qu'on a obtenu à partir de microscanners, et bien donc quand on distribue des points de repère et qu'on mesure leurs coordonnées dans l'espace, on peut faire un traitement mathématique de toutes ces données et on peut séparer morphologiquement dans une analyse en composantes principales différents groupes. Vous voyez que ça fonctionne assez bien. On sépare même des sous-espèces de chimpanzés. Souvenez-vous des 2 crânes de chimpanzés que je vous ai montrés tout à l'heure, la morphologie n'était pas évidente. Avec l'oreille interne, on sépare des sous-espèces
de chimpanzés communs. Et les néandertaliens, les hommes modernes se séparent très bien, ne se recouvrent pas. Ce qui est intéressant, c'est que les hommes modernes semblent avoir conservé une morphologie primitive qu'on trouve chez les Homo erectus. Et dans ce cas-là, ce sont les néandertaliens qui sont dérivés, donc qui sont plus modernes, si je peux dire, que les hommes modernes qui ont conservé un caractère primitif. On trouve des choses un peu du même genre avec l'oreille moyenne. Alors là, on se déplace, voilà l'oreille interne, et voici l'oreille moyenne entre le tympan et l'oreille interne. Cette oreille moyenne, elle est composée de petits osselets, c'est très petit, et on peut, de la même façon, faire de la morphométrie 3D. Ici, sur l'enclume, un des osselets de l'oreille moyenne. Et vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a quand même une divergence phénotypique qui est remarquable entre néandertaliens et hommes modernes en utilisant ce genre d'analyse mathématique, géométrique. Eh bien, on observe que la distance de forme entre des néandertaliens et des hommes modernes, elle est de l'ordre de grandeur de ce qu'on observe entre des espèces de grands singes ou entre un chimpanzé et un homme. Alors, ça ne veut pas forcément dire que ces différences ont des implications fonctionnelles très importantes, mais en tout cas, elles permettent de séparer néandertaliens et hommes modernes. Je continue mon tour du néandertalien. La dernière fois, je vous ai dit que la mandibule, que le crâne avait été inventé par Dieu et la mandibule par le diable, et que les mandibules étaient très très difficiles à analyser, à étudier. Alors, quand même, le diable a fait un petit effort avec les néandertaliens, parce qu'on a quand même quelques caractères de la mandibule néandertalienne qui sont assez caractéristiques et qui permettent de les différencier. En grande partie, ces caractères tiennent au fait justement que les arcades dentaires, à cause de cette projection de la partie centrale de la face, eh bien, l'arcade dentaire est en position décalée vers l'avant, si vous voulez, par rapport à la mandibule. Donc, il se crée un espace en arrière de la troisième molaire, et puis des repères qu'on peut prendre sur la mandibule, comme par exemple ce foramen, va se trouver dans une position décalée par rapport à ce qu'on observe chez les hommes modernes ou d'autres groupes. Enfin, on a aussi de nombreux caractères dentaires qui séparent les néandertaliens des autres hommes fossiles. Ici, un néandertalien à gauche comparé à un homme moderne ancien. Vous voyez une forme de l'arcade dentaire qui est particulière, qui est aplatie vers l'avant. Des dents antérieures qui sont très très développées par rapport aux dents jugales. Et puis déjà une réduction des molaires postérieures. Du point de vue morphologique, on a identifié toute une série de caractères morphologiques qui sont particuliers en néandertaliens. Alors, ils ne sont pas vraiment uniques aux néandertaliens, mais on les trouve chez eux avec une grande fréquence, et quand on combine la fréquence de tous ces caractères, eh bien, on arrive assez facilement, encore une fois par un traitement statistique de ces caractères, à séparer, à calculer une probabilité postérieure qu'une série dentaire soit néandertalienne ou pas, et ça fonctionne très bien. Donc j'en arrête là. Tous ces caractères que je vous ai décrits, dans le fond, sont des outils qui nous permettent de reconnaître les néandertaliens en remontant dans le temps, au-delà des 125 000 ans, qui était autrefois l'âge des plus anciens. Alors, remontant très loin dans le temps tout de suite, dans le début ou dans le milieu du Pléistocène moyen, et vous vous souvenez que quand on remonte vers 600 000 ou quelque chose comme ça, eh bien, on a des formes africaines et des formes européennes qui, dans le fond, se ressemblent beaucoup. J'étais tenté de dire se ressemblent encore beaucoup. Et donc, cette divergence, cette séparation, en tout cas pour ce qui est du phénotype, n'a pas vraiment encore eu lieu. Et donc, on pense que jusque vers le milieu du Pléistocène moyen, il y a des connexions entre l'Europe
et l'Asie. En tout cas, il y a des populations qui ne sont pas très différentes. Et on a même envisagé, en fait, que à cette époque-là, il y ait pu y avoir une recolonisation des moyennes latitudes de l'Eurasie par des populations d'origine africaine. Alors pourquoi cette idée? Eh bien, d'abord à cause de cette grande proximité morphologique, et puis aussi parce que vers ce milieu du Pléistocène moyen, c'est le moment où on voit apparaître pour la première fois en Europe des bifaces acheléens. Pour ceux qui ont assisté à mon cours l'année dernière, vous vous souvenez que les bifaces sont apparus en Afrique il y a très longtemps, 1,8 million d'années. Et puis ils se sont répandus en Afrique, ils se sont répandus au Proche-Orient, ils se sont répandus en Inde, mais en Europe, on est resté dans un monde sans bifaces pendant très très longtemps. Et donc cette arrivée des bifaces, alors évidemment, l'autre hypothèse, c'est qu'ils ont été inventés indépendamment en Europe, c'est une possibilité, mais cette arrivée des bifaces vers cette époque, entre, disons, un peu plus de 650 000 et 550 000 dans différents gisements d'Europe, a parfois été mis en relation avec un repeuplement par ces formes à grand cerveau de d'hominines Pléistocène moyen. Alors, parmi ces formes, en fait, dès le milieu du Pléistocène moyen, on commence à trouver, alors c'est extrêmement léger, c'est extrêmement subtil, mais ça apparaît dans ces analyses morphométriques, eh bien, on commence à observer une petite différence entre l'Afrique et l'Europe, et des spécimens du Pléistocène moyen d'Europe, comme cet homme de Tauthavelle ou l'homme de Petralona, qu'on a vu plusieurs fois en photo, dont on ne connaît pas très bien l'âge, en tout cas l'âge précis, les formes de Cima de los Huesos, ces fameux 28 individus qui ont été trouvés dans un karst, eh bien, ces formes montrent déjà dans la région infraorbitaire un petit quelque chose qui va dans le sens de ce qu'on va trouver chez les Néandertaliens plus tard. Alors peut-être qu'à l'époque, la différence morphologique, phénotypique entre Europe et Afrique, c'est pas plus que ce qu'il y a aujourd'hui entre l'Europe et l'Afrique, hein, c'est très léger, mais ça va déjà dans cette direction. Et puis, au fil du temps, on va voir ces différences s'accuser. Alors, c'est en fait vers 400 000 qu'on voit apparaître des fossiles qui sont réellement engagés de façon claire dans la lignée néandertalienne. On a ce fossile de Swanscombe en Angleterre, qui date du stade isotopique 11, vers 400 000, et où on a, sur l'occipital, ces caractères dont je vous parlais tout à l'heure. Vous vous souvenez, cette fosse usiniaque avec ces éminences latérales sur l'occipital, on les a déjà sur cet homme de Swanscombe. Mais alors, c'est surtout la découverte et l'étude des fossiles de la Cima de los Huesos à Atapuerca qui a vraiment j'allais dire, montrer cet enracinement lointain des caractères néandertaliens, au-delà de 400 000, avec des caractères qui sont des caractères surtout faciaux et du système masticateur, qui évoquent déjà très très clairement les néandertaliens, et puis aussi des caractères sur l'occipital, là vous ne voyez pas les occipitaux, mais des caractères qui sont assez clairement engagés dans la direction néandertalienne. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que, en même temps, d'autres aspects de la morphologie de ces hommes, par exemple la morphologie de la boîte crânienne, vous vous souvenez cette différence entre ces formes pentagonales et puis ces formes arrondies, eh bien, pour ces caractères-là, ils ont gardé des caractères primitifs. D'ailleurs, ils n'ont pas encore développé des cerveaux aussi gros que ceux qu'on va trouver chez les Néandertaliens. Et puis alors, ce qui a, si je peux dire, vraiment fini de convaincre tout le monde, ça a été l'étude des caractères dentaires par ma collègue Maria Martinon Torres qui va parler juste après moi.
Et ces caractères dentaires des hommes de Cima-Delosue, ce sont vraiment des caractères qui sont très néandertaliens, beaucoup plus néandertaliens que tout ce qu'on connaît dans ces âges-là, dans le Pléistocène moyen, et donc qui montrent, même parfois, ils sont plus néandertaliens que les néandertaliens qui vont venir après. Donc on a, à partir donc du stade isotopique 11, toute une série de fossiles qui tous, plus ou moins, vont montrer des caractères qui les rapprochent des néandertaliens finaux, avec quand même un gap ici dans le milieu, au niveau du stade isotopique 8, dans lequel d'ailleurs, de façon assez commode, autrefois, on plaçait la limite entre Homo heidelbergensis et Homo néandertalensis. Et je suis prêt à parier que si un jour on trouvait un Cima-Delosue dans le stade 8, eh bien, on verrait qu'eux aussi montrent des caractères intermédiaires entre les formes plus tardives et les formes plus anciennes. Alors, juste pour compléter le tableau, je vous montre quelques formes plus récentes. On est maintenant dans le stade isotopique 7. Dans les caractères dentaires que je vous ai montrés tout à l'heure, il y avait une crête transversale du trigonide sur les molaires inférieurs. Et bien là, voilà, cette crête sur une molaire inférieure du gisement de Deringsdorf en Allemagne. Ici, sur la couronne dentaire. Ici, sur la dent dont on a pelé virtuellement l'émail pour regarder la jonction entre dentine et émail. On voit très très bien cette crête. Et puis des formes comme ce crâne découvert dans le nord de la France, à Biache, qui est quasiment un modèle réduit de l'arrière-crâne de l'homme de la Chapelle-aux-Saints, qui est un néandertalien tardif. Donc là, dans le stade isotopique 7, ça y est, on y est. On est dans la morphologie néandertalienne. Et on va, dans le stade 6, dans le stade 5, trouver des formes plus récentes qui s'inscrivent tout à fait dans cette direction. Alors, quel est le mécanisme de cette évolution? Eh bien, j'ai proposé, il y a longtemps déjà, un mécanisme d'accrétion de ces caractères. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire d'accrétion? Eh bien, d'abord, c'est un accroissement de la fréquence des caractères dérivés. Alors, quand je dis un accroissement de la fréquence, je veux dire que dans une population déterminée, eh bien, on peut, chez les formes anciennes, avoir encore quelques individus qui portent des caractères primitifs, mais on va avoir au fil du temps de plus en plus d'individus qui ont la forme dérivée. Et puis, surtout, c'est pas un processus, c'est pas une sorte de néandertalisation progressive de tout, c'est un processus qui fonctionne à des vitesses différentes suivant les parties de anatomique considérées, et en particulier le système masticateur, la face, a l'air d'être en avance, si je peux dire, l'occipital aussi, puis d'autres parties restent primitives plus longtemps. Alors pourquoi ce phénomène d'accrétion? Dans le fond, qu'est-ce qui l'a déclenché? Pourquoi à ce moment-là? Pourquoi pas avant? Eh bien, on pense que c'est essentiellement le climat qui est à l'origine de ce phénomène-là. Vous vous souvenez de la fameuse révolution du Pléistocène moyen, ce moment où on est passé de cycles climatiques courts à des cycles beaucoup plus longs, d'une centaine de milliers d'années, avec surtout un battement entre les périodes froides et les interglaciaires beaucoup plus important. Et donc, pour la première fois, avec le stade isotopique 16, avec le développement d'une glaciation à l'échelle continentale sur l'Europe du Nord-Ouest et même une grande partie vers l'Est de l'Europe. C'est la première fois qu'on a un phénomène d'une telle ampleur dans nos régions. Et il faut bien voir que pour les populations humaines, ces cycles climatiques ont eu un effet à la fois sur leur isolement et aussi sur leur démographie. Et on sait maintenant, parce qu'on commence à étudier la génétique d'autres mammifères, je pense, vous savez que j'aime bien les ours, on en a parlé déjà plusieurs fois, mais on sait que ces pulsations climatiques, par exemple, ont eu un grand effet sur la divergence des lignées d'ours et aussi occasionnellement sur les phénomènes d'introgression génétique d'une lignée dans une autre.
Alors, qu'est-ce qui se passe pendant ces stades glaciaires? Eh bien, développement d'une calotte polaire, d'une calotte glaciaire sur le nord-ouest de l'Europe, un permafrost, cette zone en pointillé qui est gelée en profondeur été comme hiver, et puis une modification de la géographie qui est liée à la baisse du niveau des océans atlantiques et puis de la Méditerranée, mais dans le même temps, une augmentation de surface des mers continentales comme la mer d'Aral ou la mer Caspienne. Et si vous jetez un coup d'œil à ce qui se passe pendant une glaciation un peu plus à l'est, dans la région de l'Oural, vous voyez que ce n'est pas du tout évident d'aller d'est en ouest à cette époque-là. J'ai marqué avec cette ligne rouge le 52e parallèle. Donc c'est la latitude au-delà de laquelle on n'a pas trouvé pour l'instant de néandertaliens ou d'industries fabriquées par les néandertaliens. Et vous voyez que la mer Caspienne atteint quasiment cette latitude à ce moment-là. Et puis il y a tout un système fluvio-glaciaire qui s'est développé entre le bord de la calotte polaire et puis la mer d'Aral. Donc des communications très très difficiles entre l'ouest et l'est. Et puis surtout, l'effet de ces variations climatiques, indépendamment de cet isolement relatif de l'Europe, c'est surtout des baisses probablement cycliques importantes des populations qui vivent dans ces régions. Alors on le sait, c'est l'archéologie qui nous le dit, hein, les Néandertaliens, on les imagine vivant dans des environnements plus ou moins froids. D'abord, ce n'est pas toujours le cas, ils vivent aussi dans des paysages beaucoup plus tempérés. Mais en réalité, il y a très très peu de gisements archéologiques qui ont été trouvés dans des zones réellement périarctiques. Hein. Et ce qu'on pense, c'est qu'en fait, au cours de ces cycles glaciaires, il y a un abandon de grandes surfaces et donc une réduction de la population. Alors quand on dit abandon, ça ne veut pas dire que les gens partent voyager vers le sud, hein, c'est probablement des extinctions locales qui se produisent, et donc il y a des régions, des refuges où les populations survivent. On a depuis peu, avec la paléogénétique, un moyen d'évaluer les fluctuations démographiques dans le passé. Et ça, on le fait en mesurant la coalescence, justement, entre des haplotypes présents sur 2 chromosomes d'un individu. On regarde dans le temps à quelle époque ils coalescent, et il y a des variations de ces dates, et ça nous donne une idée des moments où les ancêtres de cet individu ont été très nombreux, ou au contraire, il y a eu une réduction de la population. Et quand on compare l'évolution des Néandertaliens ou des Denisoviens, d'ailleurs, dont on parlera plus tard, avec ce qu'on observe dans des populations modernes, eh bien, on voit que ces Néandertaliens, leurs ancêtres, eh bien, surtout à partir du milieu du Pléistocène moyen, eh bien, montrent une baisse très très nette de la taille des populations. Et on obtient ce que les généticiens appellent la taille de la population effective, c'est-à-dire le nombre d'individus qu'il faut pour expliquer la variabilité génétique, eh bien, des tailles très très petites pour les Néandertaliens. Alors cette taille de 3500 individus, ce n'est pas le nombre d'individus qui vivaient à une époque donnée, hein, c'est le nombre d'individus qui devaient participer à la reproduction. Mais c'est très petit, c'est très très petit, et donc on pense que ça a eu un effet très important, d'abord sur l'occupation des territoires, sur la démographie, et aussi sur l'évolution biologique de ces Néandertaliens. Pourquoi ? Eh bien, je reviens à cette idée de dérive génique. Qu'est-ce que c'est que la dérive génique ? Eh bien, c'est simplement une perte de la variabilité, dans le fond, au hasard. Hein. Imaginez une population qui se trouve réduite en taille, eh bien, sa diversité génétique va être réduite par pur hasard, simplement parce que seuls quelques individus vont survivre au bout d'un certain temps. Et si cette population, à un moment donné, se développe à nouveau, eh bien, elle va se développer avec une variabilité réduite, et surtout, on va fixer un petit peu par hasard des caractères qui étaient les caractères de ces individus-là.
Et dans le fond, quand on regarde la morphologie néandertalienne, il y a des caractères dont on voit bien quelles peuvent être les pressions de sélection qui sont derrière. Par exemple, tout ce qui tourne autour de l'augmentation de la taille du cerveau, c'est probablement pas par hasard que ce cerveau est devenu de plus en plus gros. Mais il y a de nombreux caractères, je pense en particulier des caractères discrets, dentaires, quelques caractères qu'on trouve à la surface du crâne, qui peuvent très bien avoir été fixés par pur hasard. Alors reprenons un peu les données de la paléogénétique et de la paléontologie pour se faire une idée du scénario possible. Voilà la chronologie donc, du Pléistocène moyen et supérieur. Vers 650 000, on a cette première glaciation très très importante du stade isotopique 16. C'est peut-être le moment de la séparation des populations. En tout cas, c'est ce que la génétique semble nous indiquer aujourd'hui. Donc une date de séparation. Mes bifaces sont déjà arrivés, hein, donc on a avant ça cette population commune à l'Afrique et l'Europe, et donc le décor est planté pour la divergence. Alors on va avoir un second fort goulot d'étranglement avec la glaciation qui correspond au stade isotopique 12, qui est une glaciation très intense. Et tout de suite après, eh bien, on trouve nos hommes de Swanscombe, de Cima de los Huesos, qui déjà clairement sont engagés dans la direction néandertalienne. Et probablement, ce second goulot d'étranglement a probablement, encore une fois, peut-être en partie par hasard, fixé des caractères. Vous vous souvenez, je vous ai dit qu'il y a des caractères faciaux qui étaient déjà un petit peu, qui évoquaient un peu la morphologie néandertalienne dans des formes plus anciennes. Et puis ensuite, eh bien, à partir du stade isotopique 7, eh bien, la morphologie néandertalienne est fixée. Alors il y a, enfin ça c'est un beau scénario que je viens de vous présenter là, mais évidemment il y a beaucoup de questions qui restent à résoudre, qui se posent. Et d'abord, il y en a une qui a été régulièrement soulevée, qui est la question de savoir si on n'a vraiment un seul groupe humain, dans le fond, en Europe, pendant le Pléistocène moyen, qui évolue vers les Néandertaliens. Vous vous souvenez qu'on a éliminé les présapiens. Hein. On s'est convaincu maintenant que l'origine des hommes modernes, elle n'est pas en Europe, elle est en Afrique. Mais quand même, dans le milieu du Pléistocène moyen, autour des stades isotopiques 9, 11, on a une certaine variabilité morphologique qui, pour certains, pourrait peut-être être le signe de la présence de plusieurs entités. Ceci, c'est un crâne de Cima de los Huesos en vue postérieure. Et vous voyez déjà une partie de cette morphologie néandertalienne que j'ai évoquée qui est en train de se mettre en place, même si d'autres caractères sont primitifs. Eh bien, à peu près à la même époque, et même peut-être un peu plus tard, on a en Allemagne un gisement qui s'appelle Bilsingsleben, où on a des morphologies occipitales qui évoquent assez clairement ce qu'on trouve chez les Homo erectus. Alors, est-ce que ça veut dire que ce sont des taxons différents qui existent à la même époque? Quand on regarde en détail le matériel de Bilsingsleben, on se rend compte que eh bien, de temps en temps, on trouve des pièces comme celle-là. Alors ça ne vous dit pas grand-chose, évidemment, mais ça, c'est un tout petit bout d'occipital. C'est cette partie-là de l'occipital. Et c'est un autre individu, un autre spécimen du même niveau, du même gisement que ce bel occipital avec un torus occipital transverse que je vous ai montré juste avant. Eh bien, cette morphologie-là, c'est une morphologie qui évoque beaucoup ce qu'on trouve à Cima ou ce qu'on trouvera plus tard chez d'autres pré-néandertaliens. Et donc, l'autre explication, c'est que, eh bien, on est dans ce glissement en fréquence des caractères et que donc, par chance ou par malchance, à Bilsingsleben, on a tiré des fragments qui sont pour certains primitifs, pour certains plus dérivés. Et surtout, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans le cas de Cima, et Maria Martinon-Torres va vous en parler dans un instant, on a une collection absolument formidable, fantastique de fossiles qui nous permet d'avoir une idée de la variabilité. Pour Bilsingsleben, on a une poignée de fragments osseux de quelques centimètres
qui ne remplissent même pas le fond d'une boîte à chaussures. Hein. Et donc, avec ces fragments-là, il faut bien savoir qu'on est quand même bien embêté pour apprécier toute la variabilité de cette population. Surtout, je crois, et je voudrais en finir avec cette diapositive, je crois qu'il ne faut pas avoir une vision naïve de l'évolution. Souvent, on vous montre des arbres phylogénétiques où on a quelques crânes, et puis on a tracé des flèches entre tous ces crânes, et on vous présente ça comme l'arbre phylogénétique des ancêtres de l'homme. Alors, la réalité, c'est plutôt quelque chose comme ça, c'est-à-dire énormément de populations qui ont existé dans le passé et pour lesquelles on n'a pas de représentants. Et donc, pour l'Europe, je pense qu'on a quelque chose comme ça, c'est-à-dire qu'on a de nombreuses populations qui se sont éteintes sans descendance. J'ai joué un petit peu avec les couleurs, le rouge étant plus néandertalien et le bleu étant plus primitif, et vous voyez qu'au hasard des découvertes, on va trouver des fossiles ou des séries de fossiles qui sont plus ou moins, qui nous paraissent plus ou moins néandertaliens, mais je crois qu'il est un petit peu naïf et un petit peu vain de vouloir tracer des pointillés ou des flèches entre tous ces fossiles, et il faut bien se rappeler que, dans le fond, dans les mécanismes de l'évolution, eh bien, ce qui joue un rôle essentiel, ce sont les extinctions. Alors on parle toujours des extinctions d'espèces, mais ceux dont je suis en train de vous parler maintenant sont les extinctions de populations. Et dans cette Europe glaciaire qui était constamment agitée par ces cycles climatiques extrêmement intenses, avec des réductions très importantes des territoires disponibles et puis des ressources sur ces territoires, eh bien probablement que ce scénario d'extinction a dû se présenter des centaines de fois, et dans le fond, peut-être qu'aucun des fossiles dont je vous ai parlé aujourd'hui n'a eu réellement de descendance dans des néandertaliens plus récents. Je vous remercie pour votre attention.